recevoir ici pour l'interview, la lecture du livre de Fred, je crois que vous connaissez tous, Frédéric Pinel. Ce soir, logiquement, il doit nous présenter son livre, L'Officine clandestine, et il doit être interviewé par Maude Guillaumin. Mais on a un petit souci. Déjà, je suis désolée parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je pense qu'on risque d'avoir quelques coupures d'électricité. André, on a plus que des problèmes de coupure d'électricité. Frédéric et Maud ne sont pas encore arrivés. Et espérons qu'il n'ait pas été arrêté. C'est ce qui me semble. Je ne veux pas arrêter. Alors, on va surtout souhaiter qu'il n'ait pas été arrêté avec les journaux qu'il portait. Espérons vraiment. Voilà. Anna, est-ce que vous pouvez nous donner les quelques consignes de sécurité par ces périodes un peu troublées quand même? Oui, bonjour à tous. Si jamais un avion venait à larguer une bombe, il y a une porte ici, vous prenez la porte et nous pouvons nous cacher tous sous la cave. Dans la cave. La porte est ouverte. Tant mieux. Bonsoir, alors on attend. Tout commença par une invasion militaire. À vrai dire, c'est le lot des peuples des frontières. Pour les Flamands, c'est un vrai châtiment qui condamne chaque génération à se faire submerger sous une nouvelle vague étrangère. Le rouleau qui nous emporta fut celui de 1914. Croqué par l'ennemi, tous nos arpents de liberté ont glissé dans sa mâchoire. Avez-vous déjà assisté à un effondrement? Pour nous, du jour au lendemain, on s'est retrouvés nus pour l'esclavage. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est normal. Dans le Nord, on n'aime pas les jérémiades. Il est mal vu d'exhiber ses plaies à vif ou ses cicatrices. Pour nous tous, ce fut la pire période de nos existences. Mais cette affaire m'a également fait prendre un étonnant chemin de traverse. C'est cette bifurcation que j'aimerais vous raconter. Porteur de journaux. Oui, qui êtes-vous? Je suis Maude Guillaumin, je suis la journaliste. Vous interviewez, je veux absolument savoir. Je vous connais pas. Mais si, on vous a parlé de moi. Je vous ai dit, je veux tout savoir sur ces journaux que vous portez, sur ces journaux clandestins. S'il vous plaît, ayez confiance en moi, j'ai pas été suivie. Je vous promets, j'ai fait très attention. Vous n'êtes pas suivi, vous êtes sûr? Non. Bon, venez, je connais un lieu sûr. Je vous suis. Voilà, asseyez-vous. Mais on est où là? On est dans une pharmacie? Oui, c'est une pharmacie. Normalement, on devrait être tranquille. Mais qu'est-ce que c'est cette officine? Allez-y, prenez place. Écoutez, je peux pas trop vous parler, je vous connais pas. Vous êtes peut-être une moucharde. Non! Mais non, je vous ai dit, je trouve ça tellement extraordinaire tout ce que vous avez fait, le courage que vous avez, c'est incroyable. Il faut qu'on raconte votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Mais déjà, on est en 1914, on est à Roubaix, on est occupé, et il y a ces bombardements, c'est horrible. Alors effectivement, on est à Roubaix. Donc cette ville, en 1914, qui est l'une des plus riches de France. C'est par Roubaix que toute la vie textile de la planète transite, avec des usines incroyables, avec des ateliers, avec des hangars pour confectionner en fait tous les habits. Donc c'est une ville très importante. Ensuite, on est en 1914. C'est la guerre. C'est la guerre et une fois encore, les Allemands sont arrivés. On avait entendu leurs méfaits déjà en Belgique. La Belgique a été martyrisés. Ils ont mis le feu aux églises, aux villages, ils massacraient la population civile.
On savait tout ça. Et un jour, on les a vus débarquer dans nos rues. C'était des Uhlans. Des Uhlans, c'était ces sinistres cavaliers avec des casques à pointe et avec leurs lances interminables. Vous les imaginez chargés comme ça dans nos rues et on les voyait comme ça cavaler. Donc nous, on était totalement effrayés. Et voilà comment l'occupation a commencé. Donc, Ils sont installés partout chez vous, mais dans oui, les maisons. Oui, au début, on pensait que c'était momentané. On s'est dit, bon, bah, on va serrer les dents pendant 2 semaines. Mais là, ça fait des mois, des années qu'on en est toujours au même point. Et vous voyez, on n'a rien à manger. En fait, ce qui se passe, c'est que les Allemands eux-mêmes n'ont pas grand-chose à manger. Les Anglais appliquent un blocus draconien, c'est-à-dire qu'ils ne laissent passer aucun approvisionnement à destination de l'Allemagne. Donc les Allemands eux-mêmes ont faim. Donc nous, vous imaginez bien que les territoires occupés, il y a à peu près 10% de la France qui est occupée par les Allemands, eh bien, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Ils ramassent, ils vont aller chercher notre blé. Forcément, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Et à Roubaix, comme il y a beaucoup de richesses, eh bien, ils en prennent un maximum. Il y avait des convois comme ça qui se succédaient, plein de victuailles, qui partent tellement bien, nous qui sommes coupés de la France, de la mère patrie, qui sommes au courant de rien, d'entendre ce boucan, mais ça fait fichtrement du bien. Et oui, on entend ce bruit qui vient de France, on se dit, continue, ils tiennent. Eh bien, ouais, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais vous le savez qu'ils tiennent. Mais non, on n'en sait rien. Comment ça? Mais on est au courant de rien, on n'a pas de journaux, on n'a rien. Les Allemands ont coupé, en fait, toutes les communications. Le front s'étale sur plus de 700 km. Il faut imaginer mais une ligne de feu, donc une ligne vraiment infernale qu'on ne peut pas traverser. Donc on est prisonnier en fait, on est dans une prison à ciel ouvert et les Allemands sont partout, ils sont même jusque chez nous, ils sont dans notre salle de bain, dans nos toilettes, on se lave les mains après eux, vous voyez, on vit avec notre ennemi en fait. Parce que pendant ce temps-là, on a nos frères, nos enfants, murs, ils affichent des tracts, des affiches pour... Des placards? Des placards où ils nous disent une seule chose, c'est on a gagné telle victoire, à tel endroit, à tel autre. En fait, les Allemands... Vous voyez, ils font sonner les cloches. Tout d'un coup, vous vous levez comme ça, vous êtes réveillés par des cloches. Et puis, qu'est-ce que c'est, ces cloches? Eh bien, c'est l'annonce d'une victoire, allemande, évidemment. Donc, ils veulent en fait qu'on se réjouisse à cette victoire. Et ensuite, ils font des distributions de pain. Et nous, on est affamés, donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent pour nous appâter. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'on danse sur leur victoire contre nous. En fait, c'est ça leur stratégie, vous voyez. Et en fait, il y a ce... Et puis, elle ne sert à rien, elle est moche. En plus, on ne voit plus que ça à Paris. Mais... on a Gustave Eiffel, lui il sait qu'il va passer dans la postérité uniquement grâce à cette tour Eiffel, donc il fait tout pour essayer de la sauver. Donc il tente de faire des expériences scientifiques. Et il tente aussi il a proposé cette tour Eiffel à l'armée, en fait. Parce que cette longue tour, ça peut servir d'antenne. Et vous savez, juste avant la guerre, eh bien on faisait des essais avec des ondes, ces ondes invisibles comme ça qu'on ne peut pas effet sur lui. C'est l'abbé Pinte. On peut regarder? Oui. Incroyable. Je vais vous montrer. Regardez, sur le film, voilà, donc on a nos casques à pointe là, qui rôdent partout. Et qui rôdent même là où se trouvait l'abbé Pinte, qui s'appelait l'Institut Technique. C'est là où il était enseignant. Et il est monté sur les toits. Il a branché en fait, il s'est branché à une antenne, voilà, comme il l'a pu, avec les moyens du bord, parce que, évidemment, À Roubaix? À Roubaix, oui. Et c'est un système sans fil, donc il a constitué son antenne comme ça. Et puis, il a essayé de fabriquer une TSF, télégraphie sans fil. Voilà, il est rentré dans sa chambre, il a fermé la fenêtre, il fallait surtout pas qu'on l'entende. Les Allemands étaient de l'autre côté de la porte parce qu'ils s'occupent en fait, ils s'occupent partout. Ah oui, ils habitent avec lui. Voilà. C'est l'abbé Pinte lui-même qui a joué son propre rôle après la guerre. Vous voyez, un film muet encore à l'époque. Donc voilà, il met son casque, il a confectionné, il a pris un ancien téléphone et puis il a écouté. Et là, qu'est-ce qu'il entend?
déchiffrer le morse. Comme ça. Ouais, et il était le seul à savoir ce qui se passait. C'est-à-dire que sur les millions de Français qui étaient prisonniers, Derrière cette ligne de derrière feu. cette ligne de feu, c'était le seul à savoir ce qui se passait. Et donc il captait la Tour Eiffel et il captait aussi l'Angleterre. Donc Et aux fenêtres, qu'aucune lumière ne sortit des embrasures. On s'était mis d'accord pour demeurer aussi muets que des carpes, ne parlant qu'avec les yeux. Nous étions hors du monde, dans une bulle de pénombre. Dans ce silence sombre, il ne restait plus qu'à laisser couler les dernières minutes qui nous séparaient de la communication védanique. Le temps de contempler l'abbé derrière ses petites lunettes. Un homme d'église que je me surpris à trouver beau. Blagueur à la pharmacie, son visage était ici taillé par la gravité. Son intense force intérieure nous renvoyait à un statut de petite fille, et un simple coup d'œil sur Jean-Baptiste m'informa que je n'étais pas la seule à la nouvelle. L'abbé regarda sa montre et saisit son casque. Ce moment est resté imprimé en moi, en image, comme un son. Je réentends encore le frottement du tissu de la soutane dans ses mouvements, le clic pour relier le fil à un trou. Du papier de ses notes, mais après, ça sert à quoi? ah oui, alors forcément il en a parlé un peu autour de lui, il y a 2-3 assez proches, mais il fallait diffuser le plus largement possible ces informations. Bon, vous m'avez l'air d'être de confiance. En fait, Oui, je vous ai dit. oui, alors je vais vous dire. En fait, on est dans une pharmacie spéciale, parce que vous voyez derrière ce mur, il y a une imprimante. Une imprimante? Oui, en fait, on fabrique un journal. Une rotative? Un rotatif, exactement. Et on a, une fois que c'est imprimé, ben on est un certain nombre à partir comme ça, sur les routes, avec une boîte d'allumettes. Et alors, c'est vraiment parce que je vous fais confiance. Parce que je pense pas que vous soyez une moucharde. Non. Dans cette boîte d'allumettes, il est envoyé à ce papier replié. Voilà. Vous voyez? En fait, c'est le journal. Ah, mais c'est incroyable. Mais pourquoi il y a toutes ces écritures avec toutes ces couleurs différentes? Ah, il y a plein de lettres, de lettrines, c'est pas... Pourquoi ces petites boîtes d'allumettes? Qu'est-ce que... C'est quoi? Comment vous faites pour distribuer? Comment vous avez trouvé vos distributeurs? Nos distributeurs, on a un certain nombre, mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que... C'est ce que vous faites, vous? Oui, voilà. C'est ce que je fais. Jean-Baptiste aussi le fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va dans les... On va dehors et on le planque. On se fait fouiller tout le temps par les Allemands. Donc, à tout moment, on peut nous prendre. Ah, c'est pour ça que vous avez fait ça comme ça, c'est malin. Ben oui, il faut que si on nous fouille, là, on monte les allumettes. Oui. Donc, on est tranquille. Donc, voilà, en espérant qu'ils n'aillent pas fouiller dans la boîte d'allumettes. Donc, voilà, donc on le distribue, mais uniquement aux gens de confiance. Et vous savez quoi? En fait, le conseil qu'on donne à ceux à qui on donne ce journal, c'est brûlez-le, lisez-le et brûlez-le. Et là, Traitement de Witt, où aucun honnête homme ne serait venu trifouiller. L'information circulait ainsi à la barbe des Allemands, qui patrouillaient devant ces volumineuses poitrines, toutes gonflées de papier. Seul l'observateur averti surprenait des rictus de connivence s'esquisser chez ces lectrices galvanisées par leur audace. Les prêtres les plus intrépides digressaient de leur prêche et s'autorisaient des infidélités aux évangiles pour entamer la lecture de ces feuilles profanes. Aux bibliques nourritures spirituelles tombées du ciel, ils y ajoutaient ces nouvelles fraîchement récoltées depuis Paris. Un petit en taille, et surtout, il y a une démarche brinque-ballante, parce qu'il a eu un accident quand il était adolescent, et il n'a pas pu partir à la guerre. oh bah, c'est un planqué. Non, dis pas ça surtout. Pourquoi? Mais c'est pas un planqué du tout. C'est une douleur pour lui justement de ne pas être parti. Vous savez, nous sommes une génération éprise d'héroïsme. On a été vraiment élevés dans cette tradition chevaleresque. Pour être un homme, il faut se battre. C'est-à-dire que c'est une tare de ne pas être parti. Ah oui, donc pour lui c'est une catastrophe. Pour lui, c'est un affront, c'est une infamie. Et écoutez, par exemple,
après la guerre, il y a Hemingway qui va dire quelque chose. Dans Paris est une fête. Précédant les combats, elle avait galvanisé les âmes les plus pacifistes. Impossible alors de deviner la boucherie qui surviendrait. Les participants étaient emportés dans un indescriptible tourbillon de joie, de peur et de tristesse mêlée qui grisait nos esprits élevés dans la tradition chevaleresque. Certes, des grappes de mères et de fiancés faisaient leur madeleine éplorée, mais la justification finale, la victoire, épongeait un peu de leur chagrin. Jamais auparavant l'on ne s'était senti aussi vivant. Sur les grandes places, l'on éprouvait le besoin de se rassembler en foule compacte, en marées humaines. C'est extraordinaire en fait d'avoir ce rôle très important, clandestin, parce que ça fait vivre justement le moral de ces gens qui sont occupés. Donc c'est une forme d'acte héroïque. Je sais pas d'acte héroïque, mais en fait, c'est surtout qu'on a besoin d'agir. On peut pas se laisser comme ça humilier. Donc c'est aussi un moyen pour nous de nous sentir vivants. En fait, ça nous fait du bien, même s'il y a un risque évident. Hein, on est arrêté, c'est quelqu'un qui fait des écoutes comme ça, c'est la fusillade assurée, si vous voulez. Et donc pour nous, c'est aussi un moyen d'exister. Vous voyez, là, Jean-Baptiste, il n'a pas pu faire la guerre, il fait la guerre comme il peut, la guerre sans armes. Donc pour lui, la guerre, c'est de marcher dans la rue avec cette nitroglycérine qu'il a... Évoquer une jeune fille, oui, Joséphine. Alors Joséphine, c'est tout à fait un autre milieu. On n'est plus dans la bourgeoisie de Roubaix, on est vraiment dans le milieu ouvrier. Parce que donc, pour faire fonctionner toutes ces usines, il y a beaucoup d'ouvriers. Ce sont eux qui permettent à la ville d'être cette capitale textile. Et alors elle vit, parce qu'il y a plein d'usines, et elle vit dans une courée. On connaît plus les corons avec les mines, mais nous, ce sont les courées. Et les courées, ce sont... C'est la petite cour là qu'on voit sur voilà, le en fait, dessin. ce sont des cours où tout a été conçu pour entasser un maximum d'ouvriers, de familles, voilà, sans faire forcément attention des conditions d'hygiène. Et donc on en a mis un maximum. Et Joséphine, c'est l'une des filles justement de ces courets. Et on va voir justement avec André en quoi consiste un peu son quotidien. La buvette faisait le coin avec une rue perpendiculaire, ou plutôt une ruelle très exiguë, un sombre appendice, bas de plafond, dans lequel on s'engouffra la queue leu. En quelques pas, l'espace s'élargit. On déboucha sur notre courée, une sorte de couloir en plein air qui séparait deux rangées de maisons basses, dans un vis-à-vis particulièrement frontal. Mais alors, je comprends pas très bien là. Donc Joséphine, en effet, elle vient d'une très très basse extraction. Je comprends très bien Jean-Baptiste, hein, lui, il est en effet de bonne famille, donc il est éduqué, je comprends qu'il ait eu un lien avec l'abbé, qu'il ait pu rentrer dans le journal clandestin, mais Joséphine, comment elle... Ses parents sont quand même des sacrés malins. C'est-à-dire qu'ils ont réussi déjà à s'extraire de leur pauvreté en ouvrant un estaminet. Dans le Nord, il y a des estaminets partout. En Méditerranée, on socialise avec dans la rue, etc. Dans le Nord, il y a partout des estaminets, voilà, des bistrots. Et donc, ils en ont ouvert un, et donc ça leur a permis un peu d'arrondir leur fin de mois. Et pour mettre encore du beurre dans les épinards, eh bien, ils se sont adonnés à une pratique. Vous savez quel était le seul loisir des ouvriers dans le Nord? Là, eh bien, c'est la course de pigeons. De pigeons? Oui, on faisait des lâchers de pigeons vers la Picardie, voilà, 200 km. Et puis le premier qui arrivait avait le gros lot, gagné la course. Mais c'était parfait alors pour avoir des informations. Ah non, les pigeons étaient absolument interdits. Et la famille de Joséphine a dû
éliminer vraiment tous ces pigeons. Les Allemands les Ah bah ont oui. obligés. Ah bah sinon, on se faisait fusiller, oui. Donc ils ont éliminé tous les pigeons. Et puis avec la guerre, il y a un gros problème qui va arriver pour la famille de Joséphine. C'est, eh bien, est-ce qu'on continue à travailler? Pour les Allemands? Bah, pour les Allemands, parce que c'est les Allemands qui contrôlent l'économie. C'est les Allemands qui contrôlent les usines. Donc, est-ce que les parents de Joséphine vont continuer à travailler dans les usines? Et donc, indirectement, pour les Allemands et pour l'industrie de guerre qui alimentait, qui fabriquait des obus, etc., pour aller éliminer les Français, en fait. Donc, c'était un vrai cas de conscience. Et dans le foyer de Joséphine, les deux parents n'étaient pas forcément d'accord, vous voyez. Parce que on peut entendre aussi l'argument abatté. Au début, il fallait servir, c'est une pharmacie, on sert des médicaments, etc. Mais un jour, son patron, Joseph Houillot, va quand même lui dire... Comment? Houillot? Houillot, Joseph Houillot, le pharmacien, va quand même lui dire, oui, Joséphine, est-ce que vous tapez? Est-ce que vous savez taper un journal, par exemple? Vous voulez dire dactylo? Dactylographie? Dactylo, exactement. Est-ce que vous savez dactylographier? Eh bien, Joséphine, elle a toujours été habituée à obéir, elle sait faire que ça, elle a été élevée pour obéir. Vu son milieu, c'est une femme, donc elle dit, oui, je taperai tout ce que vous voudrez. Oui, bien sûr. Et elle s'est rendu compte, je tape en fait le journal qui peut me menacer, moi et ma famille, etc. Mais elle s'est tapée? Pour de vrai? Elle a dit oui, bien sûr, vous savez, on fait souvent ça en entretien d'embauche, oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien sûr, je sais faire, bien sûr. Oui. Et puis après, elle s'est enfermée dans une pièce et elle est où la lettre là? Oui, c'était un peu laborieux, mais finalement, de toute façon, elle n'avait pas le choix. Et alors, elle l'a fait parce qu'on le lui a demandé. On lui a donné l'ordre de taper. De taper ce journal? Elle savait vraiment que c'était un journal à la base? Oui, on lui a dit, mais c'est... Oui, on lui a dit que c'était un journal clandestin. Mais petit à petit, et c'est ça qui est beau, c'est que en rentrant dans l'aventure, elle va... qui n'était pas du tout du même milieu que lui, donc dans un autre contexte, mais jamais il se serait retourné. De toute façon, il ne se serait même pas croisé, parce qu'ils ne fréquentaient pas les mêmes lieux. L'église? Même à l'église, ils ne pouvaient pas se rencontrer parce que Jean-Baptiste, c'était un notable, donc il avait son rang, il était au premier rang, deuxième rang, et Joséphine, elle était tout au fond. Voilà. Donc il n'avait aucune possibilité de se rencontrer. Et là, dans cette pharmacie, elle qui dactylographie, lui qui va distribuer le journal, ils peuvent se croiser. Bien sûr. Oui, tous les jours. Et donc, petit à petit, Jean-Baptiste va commencer à avoir le béguin. Pour elle, mais elle ne le regardait pas, parce que c'était pas le... Elle veut quelqu'un qui part au combat, elle veut quelqu'un qui serve son pays, quoi. C'est encore le même esprit chevaleresque. Oui. Et alors Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il veut? Comme ça qui se lance, cette jeunesse engagée, ces femmes... Il y a... Oh, vous en connaissez d'autres à l'époque? Il y a des espionnes? En fait, là, tous les hommes bien portants, ils sont tous partis à la guerre. Oui. Donc, il reste la population la plus fragile. Il reste les enfants, les femmes, les personnes âgées et puis les personnes invalides, forcément. Donc, c'est aussi pour ça que les Allemands pouvaient se permettre de taper dessus, parce qu'il y avait... c'était des gens les plus fragiles. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va se révéler? Parce que ce sont justement les femmes. Parce qu'elles seront là, valides, avec plein d'énergie, puis la même fou. Les choses changent, que ces Français occupés ont des informations qu'ils n'avaient pas avant. Est-ce qu'ils ont déjà été arrêtés, les distributeurs de journaux? Vous me parliez, vous avez cru que c'était une moucharde? On est pas mal, c'est normal qu'on fasse attention. Donc je suppose qu'il y a vraiment eu des mouchards? Et oui, c'est ça le problème. C'est que, en fait, le pire, ce ne sont pas les Allemands. Ce sont justement les mouchards, les Français qui ont été retournés. C'est de eux dont on se méfie le plus. Et justement, il faut se méfier de tout. Donc il y a les mouchards, on referme, on se dit, nous c'est pas ce qu'on voit. Les Allemands, ils nous poursuivent dans la rue pour aller nous forcer à creuser leurs tranchées.
Ils nous arrêtent, on doit se cacher parfois chez nous parce qu'ils font des razzias comme ça, des rafles. C'est extrêmement violent. Puis là, on les voit en train d'aider les civils français, enfin, ils se foutent du monde. Mais là, ils ont une idée, parce qu'ils sont quand même malins, hein, il faut le dire. Ils ont eu l'idée machiavélique d'introduire une liste des prisonniers français dans leur journal. Ah, donc ça, évidemment, les gens veulent absolument savoir. Mais oui. C'est pour ça qu'ils lisent ce journal. Mais est-ce que mon fils, est-ce que mon frère a été fait prisonnier? Et bien sûr, tous les jours, on se procure ce journal et on se précipite sur cette page. Tiens, la liste des prisonniers, est-ce que je connais un nom? Et puis, c'est comme ça qu'on introduit le journal, vous voyez. Donc on est vraiment dans une guerre de communication. Le pire, c'est pas de lire un journal allemand, ça, les choses sont claires. Oui. Le pire, c'est, vous voyez, cet entre-deux. Cette guerre de communication insidieuse. Oui, c'est très insidieux. Heureusement, tout ça c'est fini. Cette guerre de communication. Eh bien, tout est fini. En tout cas, ça rappelle beaucoup ce que nous, ce qu'on peut vivre en 2025. Je vous suis. Vous me suivez pas? Non. Moi, je trouve que ça rappelle quand même pas mal ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Non, je vous suis pas. Alors, la Russie donc, a envahi l'Ukraine. Oui. Et aujourd'hui, quand on étudie ce qui se passe dans les zones occupées ukrainiennes, et ben ça rappelle vraiment étrangement ce qui s'est passé en 14-18. Les Ukrainiens, en zone occupée, eh bien, bon, évidemment, ils n'ont pas accès à l'information ukrainienne. Les Russes ont placé une école de journalisme en zone occupée. Vous voyez, c'est une école de propagande. Donc il y a des journaux de propagande qui circulent. Et tous les Ukrainiens donc, de la zone occupée ont 2 téléphones. Ils ont un téléphone tout propre, qui sert à envoyer des textos, voilà, etc. Et qui est propre, qui n'a aucune donnée confidentielle. Et ils ont un autre téléphone qu'ils laissent chez eux. Et un téléphone doté d'un outil, le VPN. Et ça leur permet, comme ça, de changer la localisation. Vous voyez? On ne voit pas qu'ils sont en Ukraine. Et de là, ils peuvent, justement... Et je peux vous dire que, vraiment, les Ukrainiens occupés, en ce moment, ils sont en situation de stress post-traumatique, non seulement dû à la guerre en soi, ce qui est déjà absolument terrifiant, mais aussi à cette occupation et à cette pression de ne pas avoir accès à l'information. Vous voyez? Alors justement, il y a quelque chose qui me semble très très important, c'est que ces 2 personnages qui ont été très courageux, Joséphine et Jean-Baptiste, on sent vraiment quand vous en parlez que vous les connaissez bien, qu'ils vous sont proches. Oui. Ah oui, effectivement, ils ont existé. Oui. Ce sont mes arrière-grands-parents. Ils ont vraiment existé. Alors moi, en fait, j'ai toujours été intrigué par ce couple qui venait de milieux très différents. J'ai toujours su que j'avais des arrière-grands-parents qui venaient de milieux très différents. Jean-Baptiste, lui, en fait, il était chimiste. Par la suite, il va inventer quelque chose que vous avez peut-être chez vous ou chez vos grands-parents, c'est du bulgum. C'est lui le créateur du bulgum. Je vois pas ce que c'est. Bon, c'est pas bien. Donc, le bulgum. Et en fait, j'étais intrigué parce que, mine de rien, c'est quand même rare d'un couple formé de milieux si différents. Et donc, ça m'a toujours intrigué. Et je voulais... Parce que c'est comme dans Titanic, hein. Ah non, mais c'est une belle comparaison. Ouais. Mais pourquoi d'un seul coup vous vous êtes dit je vais aller sur leurs traces? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis interrogé sur eux, et en fait je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pu se rencontrer que dans ce contexte exceptionnel que constitue une guerre, et les guerres sont les accélérations de l'histoire, et puis voilà, générale et puis personnelle. Et donc j'ai tout découvert. Cette invasion de 1914 dont on ne parle jamais, de cette guerre de communication. Oui, j'ai tiré le fil et je me suis rendu compte que derrière cette histoire personnelle, eh bien, il y avait quelque chose à raconter, une fresque à raconter de ce nord de la France qui était
qui a subi quelque chose, après qui a totalement glissé dans un tiroir de l'histoire qu'on a refermé à tout jamais. Mais alors, vous avez voulu rouvrir ces tiroirs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes dit, je vais aller sur leurs traces? Est-ce que, concrètement, vous êtes allé sur leurs traces? Eh bien, je me suis... Comment dire? J'ai voulu enquêter sur eux. Je me suis posé la question de savoir déjà, est-ce qu'on peut écrire sur des ancêtres qu'on n'a jamais connus, parce que je les ai jamais connus. Est-ce que je peux... c'est un roman, donc est-ce que je peux, voilà, forcément, romancer, travailler les caractères, etc. Et c'est comme si vous aviez, dans un siècle, un de vos descendants, raconté votre histoire à la manière d'un roman. Mais qui est-il, là, celui-là, à raconter il ne me connaît pas, enfin, vous voyez. Donc j'avais des scrupules. C'était un vrai sujet, en fait, pour moi, de me poser... Est-ce que je suis autorisé à refaire vivre des morts que je n'ai pas connus et à leur donner de la consistance? Donc, j'avais un doute sur savoir s'il fallait écrire le livre. Et alors, je me suis dit, bon bah, on va toujours partir sur les traces de Jean-Baptiste. Et donc, je suis parti à Roubaix. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, ma démarche va vous paraître un peu étrange, hein, mais figurez-vous que j'ai un ancêtre, un arrière-grand-père qui s'appelle Jean-Baptiste et qui vivait dans votre maison il y a un siècle. Et en fait, j'aimerais beaucoup découvrir cette maison, ça va peut-être me évoquer des choses chez moi. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oh, je suis désolée, j'ai été un peu froide, hein. On n'ouvre pas à n'importe qui, vous savez, on a Roubaix tout de même. Hein. Mais votre histoire m'enthousiasme. Vous savez, moi aussi j'ai fait ça, je suis allée sur les traces d'un de mes ancêtres. Ah, vous l'avez fait aussi? Oui, désolée, moi aussi. Ah, évidemment, on cherche tous à remonter sa généalogie. Hein. Vous voulez... Écoutez, en fait, je suis un peu gêné parce que je ne reconnais pas du tout, à moins que ça ait énormément changé, mais je reconnais vraiment rien du tout. Je crois que je me suis trompé de numéro, je suis désolé. Ah, c'est vrai, vous savez, il y a eu beaucoup de transformations ici, hein. Mais on peut aller à la cave si vous voulez laisser rester dans son jus. Oui, si vous voulez. Vous voulez... suivez-moi. Bien sûr. Voilà. Profond. Ah, le carrelage. Je reconnais. Ah, ces carreaux de ciment, c'était les mêmes que ceux qui étaient dans le séjour. Et oui, parce que en fait, c'est le style Art Nouveau. Et c'était plus du tout à la mode après. Au XXe siècle, on a enlevé tout ce qui était Art Nouveau. Et il est là, ils l'ont déplacé du séjour jusqu'à la cave. Je suis dans la bonne maison. Oh, je suis tellement contente pour vous. Je sens que je chauffe. Oh, votre histoire m'excite tellement. Est-ce que vous voulez visiter les chambres peut-être? Bien sûr, allons-y. Venez. C'est la chambre de mon fils. Alors, c'est étrange, cette tour Eiffel énorme. Ah oui. Pourquoi vous avez une tour Eiffel? Ouais, je ne sais pas, c'est une lubie de mon fils, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est étrange parce qu'en fait ça évoque des choses dans mon histoire. Pardon. Je pense que je chauffe. Et cette pièce-là, vous me la faites pas découvrir? Je peux? Si vous voulez. Vous ne ressentez pas comme une présence? Une présence? Vous voulez dire un fantôme? Ça va vous paraître bête, hein, je sais, mais ma fille, elle ne veut plus dormir ici. Cette pièce est déjà habitée par quelqu'un. Je le sens, oui. Alors c'est quand même un peu vain, et voilà. Et alors, il y a eu un décès dans la famille. Robert, le fils de Joséphine et de Jean-Baptiste. Et donc, il y avait un déménagement
avec une énorme benne. Vous voyez, il fallait imaginer une énorme benne, il fallait jeter un maximum de choses. On jette, voilà, il fallait vider la maison. Donc même depuis les fenêtres, là, on balançait le textile, les cartons, tout ce qu'on pouvait. Plus la benne engloutissait de choses, mieux c'était. Voilà. Donc voilà, quelque chose qui arrive dans la vie. Et là, eh bien, un déménageur, un certain Christophe, est venu nous voir. Monsieur, je suis désolé, mais ce carton, je ne peux pas le jeter. Ça me fait trop mal au cœur. Mais monsieur, c'est gentil, mais ce sont des vieilles feuilles, enfin, il n'y a rien de valeur, vous pouvez... Jetez-le, je vous en prie, enfin... Écoutez, non. Vraiment, je peux pas, je suis désolé. Tenez-le. Il y avait vraiment un ramassis de vieilles feuilles jaunies, mais les gens croient que dans nos quelques mètres carrés parisiens, on peut mettre ces vieilles feuilles qui n'ont aucun intérêt. N'importe quoi. On n'a pas les mêmes réalités, enfin, il est très gentil, mais on le connaît pas en plus, le déménageur. Enfin, vous n'allez pas me croire. Il y avait toute l'aventure de l'Oiseau de France, du journal. Non. Qui devait être jeté. Mais qui avait écrit ça? Ça a été écrit dans l'après-guerre par certaines personnes, ça avait été complètement oublié. Plus personne ne prêtait attention à cette histoire. Mais la famille de Jean-Baptiste et de Joséphine? Votre famille? Voilà, il s'est retrouvé dans toute l'histoire de l'Oiseau de France, les rebondissements, etc. Et Il qui n'était pas totalement perdu. Le fils ou la fille? Non, ils avaient fait appel à un écrivain à l'époque qui avait dû faire des interviews et tout ça, des différents protagonistes. Et donc j'avais tout là, j'avais entre les mains. Donc c'était bon. Mais c'est un miracle. Je pouvais l'écrire. Grâce à Christophe. Voilà, grâce à Christophe qu'on ne connaissait pas. Je ne sais pas, il était comme habité, possédé. Quelqu'un parlait à travers lui. Parce que pourquoi est-ce qu'il voulait sauver ces feuilles, vous voyez, ces feuilles jaunes? Et alors, je suppose que vous êtes servi énormément de toutes ces informations, mais quand même, quand vous m'avez parlé de Louise de Brétigny, de plein d'autres choses sur la manière dont la guerre a fonctionné, c'est aussi énormément de recherches. Oui, il a fallu faire effectivement énormément de recherches. Et puis à un moment, eh bien, on écrit et on se laisse emporter par l'histoire, et c'est le... Il y a quelqu'un qui nous tire aussi la plume, hein, vous savez. Et attendez, qu'est-ce que... Vous n'entendez pas quelque chose? C'est des cloches? Des cloches? Mais... Regardez ce qui se passe par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ça sent encore un peu des moches, hein? Oh, la délivrance! La délivrance, la guerre est finie! La guerre est finie! La guerre est finie! La guerre est finie! délivrance! Ah, c'est génial! Alors merci à tous de nous avoir écoutés, d'être entrés dans le jeu. Donc la guerre est tragique, qui elle sort de plus en plus des livres d'histoire. Néanmoins, certains chansonniers particulièrement talentueux ont réussi à trouver le moyen d'ajouter, de presque réussir à faire rire avec la guerre, d'y injecter une forme de gaieté. Pour qu'on ne l'oublie pas. Pour qu'on ne l'oublie pas. Et notamment Lucille va nous montrer tout ça. Depuis que je suis militaire, j'avoue ce n'est pas rigolo. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai pour pouvoir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai les...
bien portant. En famille. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Alors, merci déjà à la galerie Conchus de nous avoir accueillis avec c'est une galerie d'art. Et vous pouvez admirer donc, les œuvres de Rob Miles et de Garance Patton. Merci beaucoup à Conchus, évidemment à Jean-Pierre et à André donc, qui tiennent cette galerie. Merci à Anna qui a aussi participé Merci à tous ceux qui ont lu, chanté, etc., qui ont joué. Donc, Christophe, Lucille, Sandra, Clément, Géraldine. Merci à Sébastien à la régie. Merci à Maud. Voilà, merci à tous d'être venus. Certains sont venus même de loin, de Picardie, de Grandville, de Lyon. Voilà. Merci à Jean-Baptiste et de l'abbé autour d'un petit pot. Allons-y, on va prendre un peu.